Merci beaucoup. Du coup, je vais faire venir mes invités pour la table ronde. Ça sera plutôt une discussion. On va être tranquille. On est en petit comité. Et voilà, l'idée, c'est aussi de présenter différents profils de personnes qui pourront nous parler aussi du rôle des femmes dans la transmission, que ce soit des communs immatériels, comme la cuisine, dont on a parlé dans le reportage, mais aussi les langues, les traditions, la culture, avec leurs différents profils. Elles vont se présenter. Je vous remercie en tout cas d'être là, d'avoir fait le déplacement. Euh, et puis voilà, l'idée c'est vraiment de pousser un petit peu plus l'échange sur la base de ce qu'on a pu voir aussi dans le documentaire. Euh, Merci à toutes d'être présentes. Il y en a, voilà, il y a Aminata qui est nantaise, mais sinon Nathalie voilà, et Rani nous viennent de Paris et de Lyon. Donc je vais vous laisser. Stéphanoise, petite parenthèse, parce que la Loire, on est à Nantes, donc voilà. En vrai, je suis stéphanoise. Je vais vous laisser vous présenter peut-être pour les personnes, pour les invités, et voilà, nous parler de votre expérience, peut-être en quelques mots, vraiment là c'est vraiment une introduction rapide, de la diaspora et de la transmission. On fait comme ça. Oui, bonjour et merci vraiment à l'Institut, à Maori, et félicitations vraiment, je suis admirative devant ce travail, cette persévérance, cette résilience que tu as pour vraiment mener à bout. Je n'en dirai pas plus parce que Alassane a déjà dit le parcours. Il y a plein de facettes de Maori qu'on ne connaît pas et qui sont là, cachées, que l'Institut même ne connaît pas et que moi, une de ces mamans, parce que je me sens solidaire de Nantes et de Khadi. Avant de me présenter, je parlais de ma sœur Khadi Sissé, égale à elle-même, naturelle. Vous la voyez dans le film comme une actrice née. Sans vraiment, c'est ça. Moi, j'étais juste, je venais vers les années 80 à Nantes, j'étais à Paris. Ma sœur faisait ses études à Ekatanoni, ici. Et de temps en temps, je venais les voir dans leur petite chambre d'étudiants. On se bousculait. Il y avait les fêtes à l'université, les hindous et autres. Et ce que je disais d'ailleurs à moi ou quelqu'un d'autre, je suis encore vraiment, j'ai cette nostalgie du Tchèboudjen de Khadi. Voilà, parce que quand je venais le lendemain, premier réveil, on va manger chez Khadi. Et moi-même aussi, j'étais dans les mêmes conditions étudiantes, donc j'avais ce besoin d'immersion. Voilà, dans une famille avec ses valeurs, ce naturel, cette générosité. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Voilà, sinon moi je me présente, je suis Khadi Sakho Niang. Voilà, et l'expérience que je peux mettre vraiment en track, c'est la connaissance peut-être des associations, des regroupements. Le forum qui est le forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, que j'ai eu à diriger un moment, et qui est une plateforme qui regroupe, comme Khadi l'a dit, hein, c'est pas seulement les Africains, je ne parle pas du Sénégal, mais les Asiatiques, les Latinos, les Caraïbiens, l'océan Indien et autres. Donc, vous voyez, cette multiculturalité, ça forge quelque part, donc on n'est plus dans les schémas de repli. Donc, de temps en temps, je pense que c'est aussi très important d'avoir aussi cette vision un peu en dehors, non seulement de nos cultures, mais de nos murs aussi. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction sur les communs. Parce que quelle que soit sa culture aussi, il y a quand même cette trace, cette ligne qu'on a qui nous rappelle que le commun, parce que j'allais d'ailleurs, quand madame faisait son introduction, pour parler des besoins primaires qui devraient être un droit. Est-ce que la culture aussi, c'est un besoin primaire qu'il faut être un droit, c'est-à-dire qu'on porte en soi, quel que soit son endroit, qu'on transporte avec soi sans se cloisonner. Donc ça aussi, ça nous interpelle et j'aime bien quand même cette métaphore de ces communs, de besoins de l'eau, d'air et autres, qu'on transforme un peu à ces cultures, cette multiculturalité et qui est là. Donc moi, je vous parle un peu quelques expériences qu'on a eues. Quelques expériences qu'on a eues dans nos chantiers en tant que forum.
surtout, parce que quand on parle de transmission culturelle, c'est vrai que à la base, on pense surtout les femmes. Comme en africain, on a rien inventé, on a transposé. Où la femme est quand même, comment dire, la cellule familiale se construit autour de la femme, sur tous les plans, culturels, éducatifs et autres. Et ici aussi, on a vu qu'aussi l'isolement des femmes faisait qu'il fallait faire revenir un peu dans des parcours de valorisation. Et cette valorisation, au niveau du forum, on a commencé par faire des portraits de femmes. Une femme, une histoire, un mois. Donc, des femmes qui avaient des parcours extraordinaires et qui, soit même chauffeurs de taxi ou trucs, mais qui avaient vraiment ces parcours, mais limite, ça n'intéressait pas beaucoup de monde. Et nous avons pu avoir, d'ailleurs, pour l'Institut, hein, on a fait cette exposition qui est toujours itinérante et que vous pouvez aussi venir au forum, le faire partager, le faire connaître avec toutes ces femmes, avec des parcours hors France même, parce qu'on a eu à interroger des femmes qui étaient à Bruxelles, à d'autres pays, pour vraiment valoriser ces potentiels. Donc, ça, c'est un des projets qu'on a eu. L'autre projet, je crois que je l'ai noté, c'est les parcours, voilà, le Roots to Ghana. Parce que bon, comme j'ai eu à l'exprimer, c'est pas seulement le Sénégal, mais il y a d'autres pays, il y a beaucoup de pays euphoriques. Le Roots to Ghana, c'est un projet qui se construit autour de l'expertise des Ghanéens vivant en France, quel que soit, en Europe d'ailleurs, en Europe. Et quel que soit leur potentiel, même si elles peuvent être des coiffeuses, elles peuvent être des ingénieurs, l'essentiel, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'elles font de cette expérience et c'est comment, à distance ou bien de façon très ponctuelle, en faire bénéficier leur communauté. Un retour d'expérience. Et ce projet est encadré depuis 2 ans au niveau du forum, où tous les ans, enfin, il y a une première édition, on espère aller vers une seconde. On essaie de recruter d'ailleurs, on était à Nantes, ici, avec l'association des Ghanéens, il y a 2 ans, pour voir comment les faire participer à ces projets. Et ça a été vraiment un succès. Donc, pour dire que cette expérience existe, l'expérience des Yandou qui sont illustratifs, c'est quelque chose qu'on devait modéliser aussi un peu. Parce que tout se perd. C'est vrai que là, je disais à Ma qu'il y a un mois, j'étais à Barcelone et j'ai vécu presque la même expérience avec les Sénégalaises, des mères sénégalaises qui sont venues dans les années 80, qui ont été les premières à ouvrir des restaurants sénégalais là-bas, à accompagner, à couver les étudiants et les étudiantes qui venaient d'arriver et qui ont été d'ailleurs récompensés ce jour-là, reconnus par vraiment tout ce qu'on vient de dire ici. Mais comment avoir quand même un modèle? Parce qu'on nous parle des next générations, c'est-à-dire nos petits-enfants. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce que simplement des films? Ou essayer de les accompagner pour voir comment nos enfants, nos petits-enfants peuvent partir de cette expérience très, très, très enrichissante et d'avoir des modèles comme on le fait nous dans les projets de co-développement, où nous, les parents qui sont dans les associations villageoises font des puits, des écoles, construisent un peu partout, mais c'était de façon un peu anarchique. On voyait plusieurs écoles dans la même localité, alors qu'il fallait vraiment s'inspirer des plans de développement locaux pour voir comment rationaliser les ressources de ces diasporas. Et ça, je pense que avec Ma, comme elle vient juste de lancer le projet, je pense que petit à petit, on peut aller vers en même temps un recueil de mémoire, un recueil d'expériences, mais aussi pour tracer ce sillon et l'enfoncer sur vraiment une expérience beaucoup plus, comment dire, généraliste, parce que ça ne va pas rester simplement communautaire, pour voir comment vraiment perpétuer ces expériences. En tout cas, merci. Merci Et je suis beaucoup. vraiment ravie d'être là. Je me souviens plus de ta question. Une simple présentation et puis voilà, de voir un petit peu comment ces questions elles résonnent avec toi, avec ton travail. Oui. Alors,
rebonjour pour ceux et celles que j'ai vus hier et puis bonjour aux autres personnes. Donc, je suis Nathalie Bondetti, je fais du conseil à l'international. Ça, c'est pour la partie B2B. Et sinon, je suis engagée au niveau associatif depuis 25 ans à peu près. Je suis maman de 3 enfants. J'aime bien me présenter aussi comme ça. Je suis une personne qui aime vivre, voilà, qui aime vivre la vie, la vraie vie, on va dire. Et je suis praticienne narrative et autrice, donc j'accompagne les personnes à redéployer leur pouvoir d'agir, à retrouver de la dignité à travers les récits. Et en tant que praticienne narrative, donc vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect thérapeutique, des rituels, des retrouvailles, des rencontres, du plat partagé, du plat mis en commun. Aujourd'hui, on voit qu'on a aussi beaucoup entendu parler dans le reportage de la question en fait du lien qui se délite, de l'isolement des personnes. Hein. Vous regardez les statistiques au niveau des jeunes en particulier et les personnes âgées. Donc les étudiants et personnes âgées, l'isolement, c'est dramatique. Notre responsabilité, on a parlé de responsabilité, pour moi, notre responsabilité, c'est effectivement de recréer du lien et recréer une dynamique, un élan où on a envie d'agir. Mais comment est-ce qu'on peut agir quand on ne se sent pas acteur, auteur de sa vie? Parce que quand on émigre ou quand on a... et merci beaucoup pour la question de l'ancrage et de ce que vous avez transmis toutes à vos enfants, à vos petits-enfants et même aux autres enfants, puisqu'on sait qu'il faut tout un village pour éduquer. Et donc, c'est ce qu'on apprend aussi de la culture africaine. Eh bien, ces notions-là, pour moi, sont essentielles parce que c'est celles qui nous donnent l'envie de vivre, le goût de vivre et le goût d'agir. Donc, moi, je travaille vraiment auprès des jeunes, notamment de l'aide sociale à l'enfance, des publics en situation de migration, mais aussi dans les entreprises, parce qu'en fait, je crois que les récits sont des ressources qui sont négligées. Comme l'environnement est une ressource. Le territoire, tu travailles beaucoup sur l'aspect local. Alors, je ne reviendrai pas sur l'émotion liée, on en parlera après, mais bien sûr que j'ai versé ma petite larme. Voilà. Parce que voilà, ces territoires, que ce soit en Afrique ou ici, localement, sont des ressources. L'environnement est une ressource et le récit est une ressource. Et ça, on le met toujours de côté. Et on voit comment toutes ces mamans, toutes ces tatas, elles ont pris l'existant. En fait, elles sont arrivées là, elles ont pris l'existant et elles ont rassemblé. Elles ont rassemblé, mais naturellement, en fait. C'est même pas conscientisé. C'est normal d'accueillir les autres chez soi. C'est normal d'avoir sa porte ouverte. C'est normal de partager. C'est normal de parler à quelqu'un qui est différent. Parce que, en fait, vous avez une culture, et moi, je pense que ça, c'est à chacun de se l'approprier. C'est pas uniquement de savoir si on est africain ou norvégien. J'ai envie de dire, on s'en fiche. C'est la culture de l'hospitalité. Bon, alors, il y a la teranga, bien sûr, sénégalaise, il y a l'ancrage sénégalais, mais en fait, comment on peut, dans nos villes, dans nos cités, dans nos espaces, en fait, comment on peut recréer cette culture de l'hospitalité? Et puis, je vais revenir sur des choses qui m'ont bien sûr marquée parce que c'est en lien aussi avec mon parcours. Alors, je vais pas vous raconter voilà, ce que j'ai fait, etc. Ça serait trop long parce que j'ai plusieurs vies et j'ai envie de dire Dieu merci. Mais en fait, voilà, pour honorer le travail que tu fais, pour honorer ces mémoires que vous portez, vous et toutes et tous, ce qui m'a marqué dans le reportage, c'est de savoir comment le commun il se tisse. Et ce que j'ai noté, parce qu'aujourd'hui on parle de la transmission et des jeunes, comment nous, en tant qu'adultes, on peut accompagner tous ces jeunes vers la réappropriation de leur culture, mais tout en tenant compte du contexte. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent. Donc, on ne va pas faire un copier-coller, ça, c'est impossible. Donc, par contre, on peut, nous, créer des espaces pour faciliter la prise de parole, faciliter l'expression, reprendre le temps, en fait. Pour moi, le sujet, c'est aussi le temps. Qu'en fait, quand je vais au Sénégal ou quand je vais au Maroc, ou peu importe, même ici, quand je me retrouve avec certaines communautés, bah, vous voyez bien que quand on se retrouve autour du plat commun, le temps, il est suspendu. Tout s'arrête. Je veux dire, on vit, il y a un truc qui se passe, quoi. Même si c'est 1 heure, on a l'impression qu'on a passé 3 heures. C'est comme quand on boit le thé. Ah, tout est suspendu. Et là, on est toujours dans cette course effrénée de la productivité. On n'a pas le temps, on est avec nos téléphones et tout. Et je me dis qu'en fait, il faut qu'il y ait ces espaces-là. C'est indispensable. C'est simple. Et on fait ensemble, comme vous l'avez dit, vous l'avez partagé, faire le repas ensemble, échanger, discuter. Et voilà. Donc, les ingrédients du commun, pour moi, de ce que je vois de ton reportage, c'est l'hospitalité, d'abord.
la porte ouverte. Moi, par exemple, je vis en zone rurale. Notre député, il est RN. Je suis musulmane. Je suis la première musulmane arrivée voilée dans le village. Après, il y a 2 autres copines qui nous ont rejoints. Elles ont dit ça y est, ils nous envahissent. Mais en fait, ma porte, elle est ouverte. Je ne ferme jamais ma porte. Et je suis maman solo. Donc les gens ils me disent t'es complètement folle. Mais en fait, moi, je vis comme ça. Je ne peux pas vivre autrement. Donc l'hospitalité, l'ouverture, le faire ensemble, la confiance. Voilà, on part du principe de la confiance. On fait confiance à l'autre. On part de la bonne intention aussi. Comme le prouve ton reportage et ton travail, on sent cet élan du cœur et cette bonne intention que tu poses, ce désir de transmission. La sororité, évidemment, pour être engagée avec les femmes de tout horizon depuis 20 ans, et vous l'avez rappelé, la place des femmes dans les sociétés. Il est temps qu'aujourd'hui, en fait, on redonne, on recélèbre la place des femmes avec les hommes, bien entendu. On a besoin des hommes, et merci aux hommes qui sont là, parce qu'on a besoin des hommes en soutien, évidemment. Mais les femmes sont là porteuses. On parle de résilience, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre que j'ai écrit, Mémoire tissée, Ode à nos grand-mères venues d'ailleurs. Ce sont des valeurs. Vous avez parlé des valeurs. Les valeurs, c'est l'ancrage, c'est les racines de l'arbre. C'est ça, en fait. Pourquoi vous êtes ancrés, même si vous êtes là? C'est parce qu'en fait, vos valeurs, elles sont bien là, elles sont bien présentes dans les racines de l'arbre, elles sont bien enracinées. Et donc, ces valeurs, la confiance, le lien, la sororité, voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Et vous avez parlé à un moment de comment on fait pour se rencontrer, pour transmettre. Et ben, c'est faire ensemble, rassembler les générations, les personnes âgées, les jeunes, donc créer ces espaces de rassemblement. Et puis à un moment, ça m'a, comment dire, dans le reportage, ça m'a rendu triste. Effacer l'image de l'Afrique. Pour moi, ça a été très dur d'entendre ça. Vraiment, mais c'est une réalité, hein. Enfin, je veux dire, mais ça a été très dur pour moi de l'entendre. Pourtant, je suis pas africaine, hein. Mais en fait, l'origine du monde, c'est l'Afrique. Je veux dire, c'est pour ça, en fait. Donc, on peut pas effacer l'origine de l'Afrique et effacer l'origine de l'Afrique. Mais je vois j'ai compris votre propos. J'ai tout à fait compris votre propos. Mais en fait, quand je l'ai entendu comme ça mais je le comprends tout à fait. C'est-à-dire donner une image, avoir une image de l'Afrique dans les différents espaces, que ce soit dans l'entreprise, dans la société, et l'image de l'Africain, de l'Africaine, comme quelque chose, en fait, comme une identité porteuse d'espoir, etc. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de... Je sais pas. Il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que là, c'est l'épisode pilote. C'est-à-dire que c'est la série 1 qui pose un peu le cadre, qui montre un peu les premières personnes qui ont accepté de m'accorder leur parole. Mais en fait, les entretiens, ils ont duré 1 heure. Et du coup, il a fallu faire des choix. Et en fait, l'idée, c'était qu'après, on puisse partir aussi sur les profils des personnes. Et en fait, bon, là, je l'annonce parce qu'il faut aussi, c'est important. Après, elle dit qu'elle est très fière de ce qu'on est en train de faire et elle donne plein d'exemples de notre génération et de tout ce qu'on fait et de à quel point maintenant, c'est un peu eux qui sont un peu admiratifs de ce qu'on fait. Et donc, du coup, ça répond presque à son envie et à sa question de dire eh ben, il faut que vous rétablissiez un peu l'équilibre et qu'on nous venge. Mais finalement, enfin voilà. Après, on va parler aussi dans cette série-là, on parle aussi des carrières. On parle aussi tout à l'heure, Alassane, tu disais que j'avais fait des grandes études, mais je ne suis pas la première. En fait, au sein de la communauté, je suis même la dernière, je crois, clairement. C'est en fait, et ça, par exemple, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce projet, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée à la ville de Nantes, je pense qu'on a eu le sentiment que j'étais la première à réaliser quelque chose de grand. Et ça m'a mis très, très mal à l'aise parce qu'en face de moi, mon modèle de référence, il est en face de moi. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a Tata Mamie, il y a maman. Mais Tata Mamie, elle a été cadre supérieur, enfin expert comptable dans les grands groupes. Et c'était un modèle de référence pour moi, au même titre que Tata Khadija Sakho, qui s'est engagée dans le militantisme, dans l'engagement. Enfin voilà, on a eu vraiment des grandes carrières. Elle a parlé aussi de Tata Awa Khan, qui est aussi avec elle la première étudiante. Ce sont les 2 premières étudiantes issues de la communauté sénégalaise. Elle a fini en organisation internationale, en poste de direction en organisation internationale. Donc, elle était vraiment... voilà. Et donc, à chaque fois, en fait, moi, quand j'entendais parler, même aujourd'hui, dans ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment un mouvement en termes de documentation des mémoires, je ne me retrouvais pas encore. En fait, enfin, je retrouvais des personnes qui me parlaient parce que c'est aussi des personnes, par exemple, de ma famille qui sont venues plutôt pour travailler ou voilà, pour faire pour l'économique.
mais j'entendais pas parler des étudiants, par exemple, ou j'entendais pas parler des femmes qui ont fait des grandes choses, qui se sont engagées dans la vie associative. Et donc aussi, c'est aussi ça que je voulais dire, c'était que vraiment là, on est sur un point de départ. On est vraiment sur un épisode pilote qui devait vous donner à voir de ce que ça va être, j'espère. Mais il y a tellement de choses à dire. Et voilà, je voulais aussi qu'on passe la parole à Aminata, parce qu'en fait, dans le documentaire, Juste pour répondre un peu à la question de l'Afrique, de cette image que moi, j'ai vécue, qui me faisait très, très mal, c'est quand on montre une Afrique qui est une Afrique vendeuse, une Afrique qui demande, mais pas une Afrique qui offre, pas une Afrique qui est proactive, mais une Afrique qui est en attente. Et ça m'insupporte. Je crois que vous comprenez. Hein. Et on voit l'engagement de l'Afrique sur plein de sujets Voilà. et d'Africains. Cette image-là, Ouais. cette image qu'on montre souvent, de l'Afrique en famine, l'Afrique qui est sous les inondations, l'Afrique qui attend des autres, c'est ça que je voudrais, c'est ça que je leur demande d'effacer. Parce que moi, je le vis comme ça. Quand on est en réunion et qu'on présente une telle Afrique, c'est pas mon Afrique à moi, et c'est pas leur Afrique aussi. C'est l'Afrique qui doit, je veux dire, c'est l'Afrique qui agit, qui réagit, qui est au centre, comme tous les autres. C'est qu'on soit partie prenante de ce monde, et pas ce monde, pas des gens qui attendent des autres, mais qui peuvent recevoir et qui peuvent aussi. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que si on a un héritage, si on leur donne un héritage, cette envie d'effacer cette image, moi, je veux l'effacer. Cette image, je veux qu'ils l'effacent aussi. C'est cette image-là. Mais je crois que c'est fait, hein, parce que les jeunes d'aujourd'hui, Oui, il y a une réappropriation de la parole. C'est pas effacer l'image de l'Afrique. L'Afrique, elle est. Si, voilà, c'est ça. Je leur disais, on est, l'Afrique, elle est. Je veux dire, on n'a Parce pas que de mettre. c'est pas l'Afrique qu'on efface, mais l'image que l'on se fait Voilà. de l'Afrique. C'est ça. Voilà. À la télé, cette image, c'est à eux. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, je suis désolée, on fait un sondage, on regarde quelle image ils ont de l'Afrique. Est-ce que cette image, elle est glorieuse? Est-ce que cette image est à leur pouvoir, à eux? Moi, je ne l'aime pas. Voilà. Je n'aime pas cette image. Je veux dire. si tu peux te présenter et puis dire un petit peu en quoi ces questions-là, ça résonne avec toi et avec ce que tu proposes aujourd'hui professionnellement. Donc moi, je suis Aminata Silla, j'ai 34 ans. Je suis maman de 3 enfants aussi comme toi. Et moi, mes 2 parents viennent du Sénégal. Ils sont arrivés dans les années 80. Et ma mère a fait... c'est une très grande dame, en tout cas, qui est très connue sur Nantes. Tata Maguette, pour ceux qui la connaissent. Et le reportage, il m'a énormément touchée. En fait, j'avais l'impression que c'était mon histoire, en fait, que tu racontais. J'ai versé ma petite larme à l'intérieur parce que voilà. Et en fait moi, contrairement à vous, en fait je pense qu'à Nantes il y avait des quartiers, des secteurs où il y avait une plus ou moins forte communauté sénégalaise. Et moi, au Dervalière, en tout cas là où j'habitais, on va dire que j'étais un peu isolée de cette communauté là. Et j'avais une maman qui travaillait énormément aussi, donc elle n'avait pas forcément le temps le week-end de m'emmener au Yandou. Et donc ça m'a beaucoup manqué. Et je vous ai beaucoup envié de partager ces moments entre cousins. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu, après, en grandissant, cette envie de me rapprocher encore plus du Sénégal, de connaître d'où je venais, etc. Moi aussi, j'ai eu la chance de baigner dans cette langue. Donc, la langue, on va dire qu'elle est là, même si l'accent, il est pas hyper, hyper bien. Mais voilà. Et la cuisine, c'est pour ça aussi que le reportage m'a touchée. Voilà. Je sais que la cuisine, c'est un vecteur de rencontres, de transmission qui est incroyable. Souvent, quand on parle des Yandou, c'est aussi manger.
Quand tout à l'heure, Tata, tu as parlé du tiep de Tata aussi, c'est ça en fait, la cuisine, ça a été un moyen de se rencontrer. Je sais que moi, où j'ai vécu, j'avais beaucoup de personnes qui venaient du Maghreb. Ma voisine que j'appelais mamie, c'était une Allemande. Et en fait, souvent, il y avait des plats qui descendaient d'un étage à l'autre. Et en fait, ça permet... on le voit dans la cuisine. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, je cuisine aussi bien un tiep qu'un tagine au poulet parce que on a grandi dans ça et c'était une force. Et en fait, si on fait le parallèle avec la vie en fait et le fait de se rencontrer, c'est une richesse vraiment une énorme richesse de pouvoir s'entreconnaître entre cultures différentes. Et souvent, on peut entendre sur les plateaux télé que en gros, il faut s'intégrer, l'intégration, et que la France doit rester la France, etc. Mais il n'y a aucune culture qui est restée elle-même. Les cultures, ce qui fait la richesse d'une culture, c'est qu'elle s'enrichit d'autres cultures. Et moi, j'ai grandi dans un multiculturalisme qui soit ethnique, qui soit social. Et aujourd'hui, dans mon travail, je vais vous parler de ce que je fais, mais dans mon travail, c'est une richesse et c'est un accélérateur énorme. Et voilà, donc ce que je fais dans la vie, en fait, j'ai créé une entreprise il y a maintenant 5 ans dans la cuisine. Donc, en fait, je me suis rendu compte en devenant maman que, en fait, on n'avait pas forcément le temps de cuisiner tous les jours des plats équilibrés. Parce que nous, on avait connu de nos mamans qui nous cuisinaient tous les jours des plats faits maison. C'était compliqué quand je suis devenue maman, avec le travail et le rythme que j'avais, de pouvoir poursuivre ça. Mais c'était important pour moi parce que je l'avais vécu. Et donc, j'ai créé une société qui aide les parents à gagner du temps sur la préparation des repas. Donc, en fait, je forme des chefs qui viennent des 4 coins du monde, qui viennent de quartiers ou qui sont, peu importe, en fait, d'origine sociale et ethnique différentes. Et ces chefs-là qui sont formés vont au domicile des familles pour leur cuisiner leur repas de la semaine. Donc, en fait, c'est une activité qui n'existait pas, donc on l'a créée. Et à l'instar en fait d'une aide à domicile, d'une femme de ménage ou d'une nounou par exemple, c'est un service qu'on a au quotidien et qui permet aux familles de gagner du temps et d'avoir leurs repas qui sont faits pour la semaine. Bravo, hein. Merci beaucoup. Ouais. Et ce que j'aime aussi dans ta J'étais démarche, à Lyon dimanche. Et donc c'est un service et c'est ça aussi, on parle d'ambition. Nos mamans, la force qu'elles nous ont transmise, et franchement ça m'émeut encore plus parce que en fait la maman sénégalaise, elle a quelque chose en elle de très très puissant, vraiment. Et je pars toujours de ce principe. En fait, quand on émigre, ou immigre quelque part, on vient avec comment dire, un élixir qui est pur. Et après, au fur et à mesure des générations, il va un peu se diluer, mais c'est pas pour autant que la dilution, ça va pas. C'est pas pour autant que la dilution, elle va être moins bonne. C'est pas une perte. En fait, on va s'enrichir d'autres choses. Et nos mamans, la force la maman sénégalaise, c'est vraiment une figure, c'est quelque chose. Il faut l'avoir dans son entourage pour le comprendre. Il faut avoir une tata. Ouais. Moi, je parle du Sénégal parce que c'est ce que je connais, mais oui. Ouais. Et en fait, elles nous ont poussé à faire des études, elles nous ont poussé à aller encore plus loin, elles nous ont poussé à ne pas se mettre de limites. Et en fait, aujourd'hui, l'ambition, en tout cas que j'ai avec mon entreprise, elle est nationale dans un premier temps, puis internationale. Et tout ça, c'est grâce à toutes nos mamans, à toutes nos tatas qui ont ouvert le chemin avant nous. Et aujourd'hui, justement, vous êtes arrivés avec des objectifs, une mission différente de celle qu'on a aujourd'hui parce que il fallait faire votre place, il fallait ouvrir les premières portes. Et aujourd'hui, vous qui avez ouvert les premières portes, nous, on est là pour les garder ouvertes, mais en ouvrir d'autres. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi, on est dans une génération, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle sénégalais, c'est qu'on est là aussi, peut-être aussi pour se dire que on peut réussir financièrement, économiquement aussi. Nous, nos mamans, elles n'étaient pas forcément à l'aise, on va dire, financièrement, économiquement, etc. Et aujourd'hui, nous, je pense que notre mission, en tout cas à beaucoup d'entre nous, c'est de montrer aussi que on peut le faire, on peut avoir de grandes ambitions, de créer des grosses boîtes et de pouvoir vous
vous offrir des grandes villas et un voyage à la Mecque et un pèlerinage pour que vous puissiez profiter de votre retraite. C'est pour ça aussi qu'on se bat. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ta démarche, c'est que justement, par rapport au repas dont tu parlais, c'est que tu permets aussi aux personnes de goûter des repas qui viennent de partout. Ouais. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant parce que du coup, ça vient nourrir au-delà de tes recettes qui t'ont été transmises. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir la part de transmission que tu as dans ce que tu fais aussi, qui t'ont été transmises. En fait, je vois quand tu postes, parce que du coup, tu es très active sur les réseaux. Et ça, c'est aussi bien parce que du coup, ça montre à voir de tout ce que tu as acquis et que tu proposes, en fait. Et tu disais tout à l'heure, enfin, c'était pas aujourd'hui, mais tu le disais sur une de tes vidéos récemment, que, en fait, ce que tu proposes, en fait, c'est... enfin, voilà, toutes ces recettes, ces personnes qui viennent d'ailleurs, ces chefs aussi qui viennent d'ailleurs, c'est un peu ton avantage concurrentiel aujourd'hui. Et ça, c'est aussi hyper important de voir dans ce qu'on hérite, en fait, qui sont à la base, ça peut être de l'immatériel, etc. Mais ce qu'on arrive à en faire, à le transformer pour après le repositionner différemment et voilà, là, même te positionner sur un avantage concurrentiel en sachant qu'on parle de recettes à la base qui t'ont été transmises ou voilà, qui t'ont été... Tout à l'heure aussi, tu parlais de ça, de ce qu'on a vécu aussi dans les quartiers. Effectivement, c'est pas que sénégalais tout ce qu'on raconte, c'est pas que la communauté sénégalaise, c'est vraiment un exemple. Mais en fait, mais voilà, je pense aussi, tout à l'heure, tu parlais des plats qui se montent, voilà, qu'on partage, ça existe encore aujourd'hui. Là, il y a 2 femmes qui se partagent énormément de plats qui sont là, entre le Maroc et le Sénégal. Enfin voilà, on a même découvert récemment que la voisine d'en dessous, en fait, était russe. Et du coup, elle a monté un plat russe. Et du coup, ma maman n'avait jamais goûté de plat russe. Donc, c'est ça. Donc, la cuisine, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai... Effectivement. Mais c'est aussi peut-être parce que tu as beaucoup donné de plats. Et il y a aussi quelque chose qui dit qu'en fait, ce qu'on donne, on le récupère peut-être sur le chemin. Ouais. Donc, le fait d'avoir aussi beaucoup donné de plats, aussi, finalement, on voit aujourd'hui à quel point, mais c'est tout le quartier qui est mobilisé pour Madame Cissé. C'est-à-dire qu'elle a des plats qui viennent de partout. Et ça, en fait, c'est aussi une richesse. Et tout à l'heure, tu parlais de modélisation. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont naturelles pour nous ou qu'on a vécu et qu'on a tellement pratiqué qu'en fait, c'est normal. Mais en fait, dans le processus de transmission, il faut peut-être modéliser des choses pour être sûr que ça se préserve. Elle commence à le faire. C'est ça. Et c'est un peu une forme de modélisation, ce que tu fais finalement. En fait, là, quand tu parlais de mon avantage concurrentiel, effectivement, en fait, quand je me suis lancée, du coup, on était les seuls. Et ensuite, il y a eu beaucoup de concurrents. Et en fait, la force que j'ai, c'est que j'ai grandi dans un multiculturalisme et un on va dire, dans une diversité sociale qui fait que par exemple, quand on doit aller chercher des fonds, aller voir des investisseurs, j'ai cette capacité parce que j'ai grandi dans ce mélange-là. Et quand je dois aller voir des chefs, et la plupart de mes chefs aussi viennent de quartier, parce que quand j'étais jeune, je savais qu'il y avait énormément de femmes, de mamans qui étaient passionnées par la cuisine, mais qui n'arrivaient pas à en vivre pour plein de raisons différentes. Et en fait, au travers de chez Fit Up, je me suis dit que j'allais leur donner une scène et qu'elles allaient pouvoir vivre de leur passion et avoir un métier qui soit valorisé et passionnant pour elles. Et donc, moi, quand je leur parle pas. Enfin, en fait, il y a pas j'ai pas d'intérêt, on va dire, malveillant envers elles, parce qu'il y a aussi des sociétés qui prennent et qui se servent de ce public-là. Et en fait, aujourd'hui, on co-construit quelque chose ensemble de grand. Et donc, on les forme, on les accompagne, etc. Et on leur permet de devenir, de devenir leur propre chef. Salut, Ali. Et donc, voilà. Et donc, moi, ce qui me fait kiffer, pour parler, on va dire, un peu plus la rue, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment... En fait, par exemple, là, sur Paris, on a une des directrices de chez Chanel qui a chez elle une chef d'origine marocaine une chef d'origine marocaine qui est issue d'un quartier populaire. Et elles sont devenues copines parce que ça fait 2 ans, 3 ans que cette chef-là cuisine chez elle. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait du bien. Et par rapport aux recettes que je fais, il y a beaucoup de recettes que j'ai héritées, enfin, en gros, que j'ai mis à disposition sur le site internet pour commander, comme le poulet yassa de Tata Maguette, qui est un best-seller, qui est un des plats les plus commandés sur le site. Et nos clients, nos familles, ce sont des familles qui sont on va dire quand même, c'est un service qui est quand même accessible, mais qui reste
comment dire, qui reste souvent souscrit par des familles qui ont quand même un certain niveau de vie. Mais on a des familles qui vivent avec des origines arabes, avec des origines asiatiques, des franco-français, je sais pas comment on appelle les français de souche. Voilà. Et en fait, quand on va sur le site internet, on a 80% par exemple de cuisine traditionnelle française et 20% de cuisine du monde. Et voilà, et c'est ça qui me permet de poursuivre la mission que j'ai de se vivre ensemble. Et je suis convaincue que la cuisine, c'est un vecteur de vivre ensemble qui est incroyable. Parce que je vous promets que si vous goûtez le tiep de Tata Maguette, même si vous êtes raciste, vous allez commencer à aimer l'Afrique. Nathalie, peut-être que tu as le micro. Du coup, pour revenir un peu à la thématique et ce que tu fais au quotidien, je voulais savoir, parce qu'on en a parlé un petit peu hier, mais tout le monde n'était pas là. Dans ta pratique, tu travailles du coup beaucoup à partir de l'oral. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu travailles et qu'est-ce que ça implique pour toi de passer par d'abord la parole, enfin voilà. Après, toi, ce que tu fais, c'est que tu fais de la transcription. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Tu peux peut-être aussi parler un petit peu de ton ouvrage dont on a parlé rapidement, que tu as présenté hier, d'en parler un petit peu rapidement pour que les gens comprennent aussi ce que tu fais et l'importance en fait aussi de passer par l'oral, enfin voilà, de récolter aussi les mémoires. Oui, alors effectivement, merci de nouveau pour permettre en fait cet espace-là de partage. Donc effectivement, j'ai lancé le projet Mémoire tissée, qui est devenu un dispositif depuis, mais c'est un livre hommage qui est dédié aux grand-mères venues d'ailleurs. Donc moi, j'ai souhaité l'ADN de ce livre, c'est que j'ai perdu ma grand-mère qui était une figure de référence. Donc moi, je suis d'origine de Sardaigne. Enfin, elle était de Sardaigne. Mes parents sont nés en France, donc je suis de la 3e génération. Mais j'ai toujours été très attachée à cette culture et je me suis aussi toujours sentie citoyenne du monde parce que j'ai fait des études à l'international, j'ai travaillé à l'international, etc. Et donc, ce projet, en fait, c'est une manière d'honorer ces mémoires-là, les mémoires des grands-mères, des aînés, qui viennent du monde entier. Donc, par rapport à tout ce que vous avez partagé, que ce soit la cuisine, que ce soit l'ouverture de Tata dans son quartier, etc., pour moi, c'est très important d'être ouvert à tout le monde et voilà, d'être en lien avec les personnes dans leur diversité. Ce point-là, il était très important pour moi. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas simplement honorer l'histoire de ma grand-mère, qui était une femme très charismatique et extraordinaire. Je voulais, en fait, honorer toutes ces femmes-là et tous ces parcours de vie. Pourquoi ? Parce que c'est un peu une manière créative et artistique de poser ma colère intérieure par rapport à ce qui se passe en France. Voilà, la question de l'immigration, elle existera toujours, donc de toute façon, il faudra bien faire avec. Et voilà, donc je voulais honorer ces parcours de vie et je me suis dit, comme j'ai toujours échangé avec plein de personnes de toutes les générations un peu, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, toutes les générations, toutes les cultures, tous niveaux sociaux, etc. Et je me suis dit, je vais donner la parole à des personnes qui ont entre 17 et 70 ans, dont la grand-mère est venue de différents continents. Et donc, pour revenir à ma pratique, donc je suis praticienne narrative, donc j'ai contribué, donc j'ai sollicité 20 personnes. Donc, les critères, c'était que la grand-mère ait vécu en France au moins 15 ans, même si elle était retournée au pays, peu importe, mais il fallait qu'elle ait vécu suffisamment longtemps en France. Et puis, de pouvoir collecter ces récits à l'oral, mais des petits-enfants. Donc, puisque je voulais pas, la grand-mère, elle était peut-être vivante ou décédée, peu importe. Et donc, je voulais voir aussi la question de la transmission. Par rapport à ton travail aussi, Ma, c'est qu'est-ce qui résiste, qu'est-ce qui part, qu'est-ce qu'on transforme. Et donc, c'était vraiment l'intention de ce travail. Après, pour ma pratique, donc je suis thérapeute narrative et praticienne narrative. Je peux intervenir dans les entreprises pour recréer du commun ou dans les collectivités qui ont des problèmes dans différents services, etc. Donc, je me base sur les histoires dans les organisations pour recréer du commun. Mais au niveau individuel, évidemment, c'est redonner de la dignité, réécrire, permettre aux personnes qu'elles redeviennent autrices de leur vie. Avant d'être acteur, il faut être auteur. Sinon, on ne peut pas agir. Vous prenez les jeunes, s'ils ne savent pas qu'ils peuvent être auteurs de leur vie, il ne se passera rien du tout. Donc, ces travaux, la place de l'oral, mon travail, c'est concrètement, c'est que j'échange 1 heure à 1 heure et demie j'ai échangé avec ces personnes-là.
1 heure à 1 heure et demie à l'oral. Et puis, donc, elles m'ont raconté, je leur ai posé 5-6 questions et elles m'ont raconté un petit peu leur parcours de leur grand-mère. Et après, je suis venue tisser, donc c'est moi qui ai retranscrit, je fais la retranscription et c'est une sorte, ce qu'on appelle en pratique narrative, c'est une documentation poétique. Par exemple, quand je travaille avec des jeunes de l'aide sociale en l'enfance, quand je travaille avec des personnes âgées, quand je travaille avec une femme entrepreneur qui n'arrive pas à se lancer, ben en fait, c'est à moi de lui faire ce cadeau, de retranscrire son identité préférée, parce que je vais aller chercher les fines traces de sa vie, de son histoire, de son parcours, qui sont des ressources très importantes, mais qu'elle aurait peut-être oubliées. Donc c'est cette manière-là, on passe de l'oral effectivement à l'écrit. Merci. Moi, j'avais compris par mémoire poussée, c'est-à-dire collecte de différents témoignages et de mémoires, mais avec des comparatifs pour montrer les similitudes dans les projections de vie de chaque acteur. Est-ce que le tissage, C'est ce qui s'est fait, oui. ça se fait comme ça, ou bien le tissage, c'est individuel à partir de la seule personne qu'on retisse, voilà des liens qu'elle a pu oublier ou autre. Bon, ou bien c'est les deux. C'est les deux, c'est le volet individuel et collectif, parce que l'intention du livre, c'est ça, c'est de repartir dans les récits intimes, parce que c'est ça la vraie histoire. C'est pas ce qu'on trouve dans les livres d'histoire souvent. Donc il faut se reconnecter à l'individu et au local et à l'intime. Et ensuite, une fois que ce travail il est fait, évidemment que on rassemble comme un tapis ou comme les sacs avec le plastique là, comme on fait, ou comme les éventails. Moi, je vais me fabriquer mon éventail là. Donc voilà, on tisse comme ça. Et en fait, ça crée du commun, ça crée du collectif. Toutes ces histoires rassemblées, ça a créé du commun et du collectif. Et effectivement, on voit des similitudes dans les parcours, alors que les personnes, il y en a une, elle vient du Chili, l'autre vient de Chine, etc. Et en fait, les parcours c'est la femme, en fait. Ce sont les femmes. Avant d'honorer les grands-mères, c'est honorer la femme et les femmes. Parce qu'avant d'être une grand-mère, avant d'être une épouse, avant d'être une tata, on est une femme. On a été une jeune fille et on a grandi avec ces racines-là. Donc, qu'est-ce que ça dit de nous? Intéressant. Et moi, je me demandais aussi, Tava, du coup, par rapport à ton parcours, et du coup, toi, tu as beaucoup travaillé avec différentes communautés, avec voilà, des personnes issues des diasporas. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Quel regard tu portes finalement sur ce qui se transmet, ce qui disparaît, ce qui résiste, et le rôle des femmes dans tout ça? Bon, le rôle des femmes, moi, je pense qu'elles s'affirment de plus en plus. Euh, c'est vrai que quand on parle déjà de l'éducation, on voit que ce soit dans les lycées, dans les facs, dans les universités, on voit que les filles et les femmes ont un rôle, en tout cas au niveau de la qualité de l'éducation. On sait que à l'école, les filles sont meilleures. Je ne le dis pas pour... Mais c'est à partir d'un certain niveau où il y a aussi d'autres interactions, que ce soit le mariage et d'autres choses qui se greffent à leur vie, qu'elles perdent un peu de cette puissance. C'est pour ça que je dis, je suis en admiration devant vraiment ta résilience et trucs. Parce qu'il faut un moment que, malgré quand même toutes ces entraves, qu'on se dise que pour le dire, hein, moi, personnellement, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le genre et tout ça. J'avais admiré la sororité que beaucoup ne connaissent pas et autres. Mais c'est vrai que quand je le dis, des fois même, je me dis, est-ce que je suis normale? Que je ne me suis jamais sentie femme dans les associations. C'est-à-dire, je n'ai jamais dirigé une association uniquement féminine. Je suis toujours dans des organisations mixtes, que ce soit sur le plan national, international. Donc, et ça, c'est parce qu'il faut quand même ce mental pour te dire que dès que tu rentres dans cet écosystème, il ne faut pas que tu viennes en victime. Et je pense que c'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. Voilà, parce que c'est très beau de rester toujours très fort dans son cercle, en disant que voilà, c'est la grande association des femmes. Oui, mais au-delà de quand même cette précarité qui fait que tu es une organisation féminine qui a travaillé, mais est-ce que la concurrence te permet, et c'est ça qu'il faut rééquilibrer un peu ces questions. Donc, je dis que les jeunes, moi en tout cas, j'ai confiance vraiment en ce que je vois sur nos enfants, nos petits-enfants, qui s'affirment, hein, qui créent, même l'entrepreneuriat, hein, quand tu vois aussi bien sur les réseaux sociaux ou autres,
tu vois que toutes ces personnes qui s'affirment comme une autre nièce de Tata Mamie qui est dans la cuisine aussi, qui a fait ses études de banque et qui a tout laissé pour venir s'imposer dans le milieu de la cuisine aussi, qui crée, qui écrit des livres. Et moi, je pense que c'est cette pertinence vraiment qu'on admire chez nos jeunes pour dire que voilà, la place n'appartient à personne. Il ne faut pas qu'on se reste qu'on nous impose des espaces. Donc cet espace est à tout le monde et il faut vraiment qu'on l'investisse avec force sans regarder. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire je suis noire, je suis femme, je suis africaine. Non, je suis moi. J'ai un projet, je m'impose. Je n'ai pas de limite. La seule limite, c'est le ciel. Donc, il faut que c'est nos jeunes, et j'ai confiance parce que je vois que les jeunes sont dans cet esprit. Et beaucoup ne restent même plus nés ici, vont faire leur carrière en Afrique. Parce qu'ils ne voient pas, comme Mamie le dit, ils ne voient pas cette Afrique malheureuse, cette Afrique. Non, c'est une Afrique gagnante. Parce que quand tu regardes que, actuellement, la chance, pourquoi au niveau de la géopolitique mondiale et autres, c'est l'Afrique, les ressources de l'Afrique qui sont convoitées. Et qui va développer l'Afrique si ce n'est nous, nos enfants? Et le fait d'avoir aussi cet œil et ce retrait de nos jeunes qui peut-être n'ont pas la même implication que nous, les parents de l'Afrique, et qui se projettent dans une Afrique gagnante, qui vont faire cette Afrique, c'est vraiment une chance pour nous, une chance pour l'Afrique. Ouais. Merci beaucoup. On peut prendre quelques questions si vous voulez réagir à ce qui a été dit. Moi, c'est plutôt une réaction, en fait, parce que j'ai beaucoup de résonance avec ce que vous racontez. Et du coup, je me dis que la question de l'hospitalité, de l'ouverture, de créer du lien autour de chez soi, en fait, elle peut être partagée au-delà de toutes les cultures. Par contre, je me dis que peut-être que ce qui fait commun dans mon histoire par rapport à ce que vous, c'est le fait de partir de son lieu de naissance. En fait, moi, je me reconnais parce que ma mère jouait ce rôle-là chez moi, dans ma jeunesse. Et en fait, mon père était parti, ils étaient plutôt de Picardie, ils sont arrivés en région toulousaine. Et on est arrivé dans un lotissement qui venait de se créer. Et donc, qui a été occupé que par des gens qui débarquaient, en fait, sur ce territoire, qui s'est beaucoup développé à cause de l'industrie Airbus. Donc, moi, mes voisins étaient allemands, anglais. Enfin, il y avait un tiers à peu près du lotissement où c'était des Allemands et des Anglais. Et il y avait aussi des Espagnols, et puis d'autres Français, mais qui débarquaient, en fait. Et donc, j'ai connu un peu ce que vous dites, des maisons tout le temps ouvertes, des portes qui sont tout le temps ouvertes, des gens qui rentrent chez les uns, chez les autres. On ne s'appelait pas, on allait directement chez les uns et les autres. On avait tous plusieurs mamans. J'ai vraiment connu ça, en fait. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, du côté est-ce que c'est ce qui s'est vécu un temps et qu'on n'arrive plus, ou qu'on reproduit plus de la même manière, que les choses ne se font plus de la même manière? Ça, je pense qu'il y a quelque chose quand même à creuser autour de ça. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y avait cette envie de partager sa culture. C'est-à-dire que moi, je faisais tous les ans le marché de Noël avec la communauté allemande. Tous les ans, j'allais voir la pantomime des Anglais. J'accueillais, mes parents étaient membres d'une association aussi où on accueillait tous les ans des techniciens qui venaient d'Afrique, de tous les pays d'Afrique, qui venaient se former pour un an en télécommunication et pour passer ingénieur. Et donc, ils venaient découvrir l'hospitalité française chez nous. Donc, le week-end, ils venaient manger à la maison. Donc, j'ai rencontré des gens de tous les pays. Et ma mère, du coup, voulait toujours qu'on ait des correspondants. Donc, j'ai eu des correspondants de tous les pays du monde à la maison. Du coup, et c'est marrant parce que du coup, en réfléchissant dans tout autre cadre, je me suis posé qu'est-ce que c'était pour moi un peu mon entité précieuse. Et en fait, j'ai posé la question de l'hospitalité. Et je travaille ici à l'Institut et je pense que c'est pas un hasard, c'est un lieu aussi d'hospitalité. Mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de dire que voilà, c'est quelque chose qui était important pour nous. Moi, qui m'a forgé, qui m'a fait grandir aussi. Et ce que je constate juste, c'est le lien, c'est ces femmes aussi qui avaient du temps pour ça. Moi, je trouve qu'il y avait quand même la question du temps. Quel temps on a, pourquoi
Moi, ma mère, c'est vrai quand j'ai grandi, elle était à la maison, mais elle faisait énormément de choses. Elle est très investie dans toutes les associations. Elle créait des crèches familiales. Elle créait des voilà. Mais il y a la question du temps quand même. Et aussi comment en fait on arrive à recréer des relations simples et à s'autoriser des temps où on fait les choses avec les autres. Et ça je trouve que ça devient de plus en plus compliqué quand même. Voilà. Mais ouais. Donc moi j'ai le sentiment quand même que ces choses-là, elles ont été vécues dans plein de contextes et qu'il y a par contre cette question de à un moment donné de partir de chez soi pour créer du lien avec les gens qui nous entourent et qui sont forcément des nouvelles personnes. Ça nous oblige à être ouverts, quoi. Ça crée de l'ouverture. C'était plus pour contribuer à la discussion. Je vous remercie. Je vais y aller rapidement parce qu'on parle de la transmission. C'est vrai que les mamans, ils ont eu l'art de pouvoir transmettre dans des conditions qui étaient plus difficiles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles intellectuelles, des gars aussi intellectuels, mais il faut aussi tenir en compte le contexte géopolitique à l'international et au national. C'est ça notre défi aujourd'hui de transmission. Il ne faut pas se mentir. Ce travail aujourd'hui, si nous voulons que cette intergénération interculturelle puisse exister, devant nous, nous avons des forces idéologiques, nous avons des intellectuels qui réfléchissent sur le repli de soi. Comment on peut emmagasiner que ces jeunes ne vont pas sombrer? J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, nous avons fait un travail avec les diasporas, avec l'association des Semeya, quand j'étais venu, avec des associations de scoutisme. On a invité des gens de Barcelone, de Finlande, de Luxembourg, de Portugal pour voir les diasporas, quelles sont les difficultés sur l'éducation. Déjà, c'était le premier thème sur l'éducation, la transmission de l'éducation. La première question qui est revenue de nos amis de Barcelone, c'était de dire les enfants qui sont nés en Barcelone ou bien en France, il faut que les parents puissent comprendre que c'est des Français comme tout le monde. Ouais. Et ça, c'est le premier grand obstacle aujourd'hui parce qu'il y a cette transmission, c'est très bien, on le fait très bien, je ne vais pas en revenir. Mais à un certain âge, l'adolescent se pose la question entre ce qui est positif, ce qui est négatif, où on va le transmettre et souvent, il y a une rupture. Et donc, cette réflexion aujourd'hui, peut-être avec les futurs projets, le quartier que vous avez vu le jour à Malakoff et le quartier d'aujourd'hui est différent. C'est la réalité. Les mamies, et je me rappelle ta maman, une grande dame, qui est quand les dealers de Delvarière commençaient à créer des problèmes, elle avait cette courage de prendre sa chaise devant la place des dealers, de dire que vous allez voir. Je veux pas, les autres comprendront qu'est-ce que Maguette avait dit. Vous allez voir. Je vais m'asseoir ici, là. Toi, là, je vais appeler ta mère, etc. C'est les femmes qui ont saché aujourd'hui les dealers qui étaient au quartier de Delvarière. Parce que chaque femme descendait avec une chaise, alors les dealers partaient. Ils avaient ce courage de le faire. Aujourd'hui, on a ce problème qui est là. Les jeunes qui ont été tués la fois passée, on voit à peu près leur origine, etc. Il y a cette rupture qui est là. Vous avez cette chance. Donc, le travail de transmission, c'est un qu'on doit revoir. Troisième chose qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est les politiques que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on parle trop d'idéologie. Chaque parti politique aujourd'hui est en train de stigmatiser les étrangers les uns et les autres. Finalement, les enfants qui sont ici de quelque part, qu'ils soient européens de l'Est ou ailleurs, le problème de l'identité entre un pays qui refuse à ses enfants pose problème. Et moi, la finalité, je dis, il faut qu'on arrive à avoir des jeunes qui sont conscients des problèmes de ce monde et de ce pays et surtout pouvoir apporter leur contribution. Je vous remercie. C'est très court, hein, c'est très court. C'est justement par rapport à ce que vous dites, et vous parliez habiter le monde, habiter l'environnement, et la question de l'urbanisme. Enfin, moi, dans le livre, par exemple, sur les 20 témoignages, il y a 4 ou 5 grand-mères qui ont débarqué dans des quartiers, des nouveaux quartiers à Grenoble, enfin dans les différentes villes qui sont citées, à Pau, etc. Et on voit bien dans les retours d'expérience que ces quartiers-là, avant, étaient multiculturels. Alors, peut-être que c'est un peu préservé sur certains d'entre eux, mais aujourd'hui,
Tout ça, c'est parti. C'est-à-dire, il y avait plein d'origines, plein de cultures, etc. Il y avait une radio associative qui permettait l'expression des jeunes, la vie du quartier. Il y avait des petits jardins. Enfin voilà, il y avait tout ça et toutes ces cultures différentes. À chaque palier, c'était une origine différente. Aujourd'hui, en fait, si je leur repose la question en rétrospective, en fait, non, il n'y a plus de diversité. Il n'y a plus de diversité. Il y a peut-être une ou deux personnes, voilà, vite fait. Mais en fait, c'est les mêmes communautés qui se retrouvent dans les mêmes quartiers et toute cette diversité culturelle, pour beaucoup de quartiers, a complètement disparu d'une part et d'autre part, les lieux d'éducation populaire, de transmission, d'expression ont disparu. Les grand-mères, elles allaient apprendre le français en bas de l'étage, en bas des tours, etc. Donc voilà, il y a en plus du délabrement et tout ça. Donc ça, c'est aussi une question de politique publique et de la question de l'habitat et du partage, d'accueillir des personnes vraiment différentes. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, je trouve. Alors, moi, je me qualifie beaucoup à l'ancienne parce que j'ai grandi avec les grands-mères. J'ai grandi à l'ancienne, donc je suis des années 70. Et c'est vrai que cette société, aujourd'hui, je ne m'y retrouve pas. Mais quand j'étais jeune, bah, il y avait toutes les origines. À peine qu'on arrivait à peine dans l'immeuble que ça sentait déjà toutes les odeurs de l'Afrique, parce que c'était pas forcément de l'Afrique, hein, portugais, espagnol, marocain, algérien, français. Donc c'est vrai. Et nos mamans, elles laissaient les portes ouvertes. Elles allaient chez la maman française, chez la maman marocaine. Il n'y avait pas de barrière. Et ça me manque beaucoup aujourd'hui, cette ouverture, aller vers l'autre. Mais au-delà de ça, moi, l'Afrique, le Sénégal, voilà, après c'est pour l'Afrique, mais c'est vrai que j'ai un cœur pour le Sénégal parce que j'ai travaillé très tôt dans l'aide à la personne. Et quand je travaillais chez des mamies africaines, bah, elles ne savaient pas forcément le français. Donc j'étais un petit peu à chaque fois, Zora, tu rentres, allez, vas-y, assis-toi. Les enfants étaient petits, donc je devais les aider à remplir les papiers, les aider, tout ça et tout. Et à la fin, bah, je partais parce que j'avais d'autres interventions. Je rentrais chez moi, elle me fait ah non, non, tu restes manger. Je dis non, non, j'ai pas le temps, la prochaine fois. Et là, à chaque fois, elle me dit mais non, tu nous as dit. Elle m'enfermait et puis il y avait le repas. Et c'est vrai que je garde un très, très bon souvenir de ces époques-là d'aide à la personne. Et pour vous rejoindre, moi, j'ai créé mon association parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de mamans africaines aujourd'hui qui viennent de l'Afrique et qu'on embauche et qu'on ne reconnaît pas leurs compétences variées et qui sont très mal rémunérées et qui malheureusement ont besoin de travailler parce que c'est vrai que la majorité des femmes aujourd'hui qui arrivent ont des enfants et elles sont seules et pas forcément et elles ont envie de s'impliquer dans le travail. Et donc là, j'ai créé cette association pour toutes ces femmes du monde entier pour pouvoir leur permettre d'avoir accès au travail, un travail juste, avec des horaires justes et une reconnaissance au niveau du salaire. Et ben voilà. Donc c'était pour dire que c'est important aussi d'être là pour toutes ces mamans de toutes les origines et qu'elles puissent aussi marquer un petit peu de leur empreinte aujourd'hui. Voilà. Je suis absenté quelques minutes, mais j'aimerais juste poser une question. Est-ce qu'il est envisageable, par exemple, d'avoir ces débats-là on est sur le territoire enfin, le quartier qui nous entoure, c'est Malakoff. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir ces discussions-là dans des espaces plutôt que fermés, plus ouverts, où des personnes, il y a sans doute des personnes du quartier qui sont déjà là, mais d'autres personnes, peut-être l'ouvrir un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé ou qui se fait déjà? Oui, oui, en tout cas, dans le cadre du projet Diasporoute, oui, c'est l'idée, c'est de pouvoir ensuite, dès la rentrée prochaine, normalement, pouvoir s'implanter justement au niveau du quartier Malakoff pour créer des espaces de dialogue aussi avec, peut-être faudra qu'on voit aussi avec Sophie ce qui est possible de faire, mais effectivement, multiplier ces temps où les gens peuvent aussi venir. Je pense que c'est aussi important que les gens de Malakoff aussi viennent ici et que les personnes qui sont plutôt proches de l'IEA aussi se déplacent sur le quartier. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voulait faire hier, mais il a fait trop chaud. Donc hier soir, normalement, la soirée littéraire, normalement, elle était prévue au cœur du quartier Malakoff. Et puis il a fait trop chaud, donc ça n'a pas été possible. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de décloisonner au maximum, parce que c'est vraiment aussi une spécificité nantaise, le cloisonnement. Donc c'est vrai que malheureusement, les ponts sont pas encore très pratiqués.
Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir au maximum. Ouais. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je vais peut-être demander à mes invités de nous dire un petit peu ce qu'ils retiennent de tout ça. Après, je vous inviterai, peut-être aussi, Sophie, si tu veux dire quelque chose aussi en clôture. Et je vous inviterai après aussi à regarder l'exposition qui est à côté, au temps des Yendou, où en fait, on revient sur les Yendou, en fait, les temps forts. Il y a des personnes qui l'ont déjà vu hier, d'autres qui ne l'ont pas encore découvert. Donc, ceux qui n'ont pas encore découvert l'exposition, on vous invitera à y aller. Moi, ce que je retiens, c'est que ça va être très court. Ça va être court. Ce que je retiens, c'est que les personnes qui n'ont pas conscience que justement, en fait, on s'enrichit de par les cultures des autres, qu'on s'enrichit de s'entreconnaître, je pense qu'elles passent à côté de quelque chose de très grand. Et malheureusement, en fait, le monde va continuer comme ça. Donc, il faut qu'elle s'accroche parce que... bah oui, parce qu'on est là. Et c'est surtout que c'est comme ça que le monde a toujours avancé. Donc, prenons ça et apprenons à se connaître. Et puis, comme tu l'as si bien dit, en fait, c'est que nous, nos mamans, elles sont venues d'Afrique, du Sénégal. Mais finalement, en fait, juste être déraciné d'un quartier, d'une ville, d'une région, c'est déjà repartir et transmettre aussi sa culture de là d'où l'on vient. Donc, voilà, c'était un très bon moment. Merci beaucoup. Et j'ai apprécié l'échange. Moi aussi, ça va être très court. Moi, je repars avec le cœur rempli, déjà, et pleine d'émotions et de reconnaissance, de gratitude. Ça, c'est la première chose. Je repars aussi avec de l'inspiration et je voudrais remercier Sophie parce que pour intervenir dans plusieurs lieux en France, c'est rare de trouver des espaces comme ça. Alors, moi, j'avais créé un tiers-lieu interculturel et intergénérationnel, un café. Et en fait, voilà, se faire rencontrer des personnes qui ne vont pas se rencontrer normalement, ça, c'est la base et c'est aussi ce que tu portes avec le projet. Et voilà, de l'espoir pour la jeunesse, parce que voilà, la jeunesse, c'est l'avenir. Et voilà, on aime nos jeunes comme on aime nos aînés. Et voilà, c'est important. Voilà, beaucoup d'espoir et de l'avenir. Et merci d'exister à chacun et en particulier à moi. Voilà. Oui, moi je pense que, comme l'a dit mon fils qui est là-bas en haut, c'est comment déjà partager, parce que c'est vrai qu'on a une richesse qu'on travaille. C'est vrai que le projet prévoit d'autres étapes, mais il faut tenir en compte aussi ce que disait tout de suite Alassane, c'est dans quel environnement sommes-nous. Voilà. On peut, c'est vrai qu'il faut impacter, mais comment? Parce que l'impact qui est demandé, qui est attendu, c'est du quartier à l'ONU. Comment? Du quartier, de là, ce que nous sommes en train, c'est un laboratoire, hein? C'est un pilote, comme tu dis, mais c'est ce laboratoire-là, comment influencer tous les cercles qui peuvent nous permettre aujourd'hui que ce discours et cette vision soient partagés au niveau des décideurs. Et qui sont les décideurs? Comment faire partie des décideurs? C'est ça le challenge. Et ce qu'il faut vraiment qu'on continue à travailler, à tisser. Et je pense que, Inch'Allah, hein, ma fille, quand elle était petite, quand elle me demandait quelque chose, je lui disais Inch'Allah. Elle me dit non, pas Inch'Allah tout de suite. Mais on dit aussi Inch'Allah, c'est pas tout de suite. Mais on va voir comment, en tout cas, ensemble, parce que c'est ça, c'est cette force collective qui nous fera vraiment bouger les lignes. Merci. Merci à tous et à toutes. Moi aussi, je repars avec beaucoup de gratitude, plein de projets, encore plus de projets du coup. Et surtout la volonté, voilà, de pouvoir avancer graduellement, de prendre le temps aussi de le faire. Je pense que c'est important parce que c'est quelque chose quand même de conséquent. Donc je pense qu'il va falloir qu'on prenne et qu'on accepte aussi de prendre du temps et que ça aille pas très vite. C'est pas grave en fait. Tant que les gens, on arrive à faire parler les gens, que ce soit les hommes comme les femmes. Hein. Là, j'ai mis l'accent sur les femmes, mais l'idée c'est aussi de parler aussi des hommes, parce que si on prend l'exemple de la communauté sénégalaise, les primo arrivants, ce sont les marchands ambulants que vous voyez en centre-ville là. C'est vraiment les premiers à être arrivés. Et d'ailleurs, c'est à eux qu'est dédié le documentaire à la fin. Voilà, ces personnes qui sont arrivées très très tôt à Nantes et voilà qu'on n'a pas forcément vu, entendu, mais qui ont fait beaucoup aussi
au sein des communautés. Donc voilà, l'idée, c'est de prendre le temps aussi de tester des choses, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, que ce soit aussi de l'audio. Enfin, voilà, de voir ce qu'on pourra mettre et faire ensemble aussi ici à l'IEA et dans les territoires et peut-être aussi plus largement. Hein, commencer à Nantes, mais aller plus loin, c'est sûr. Voilà.